Eh bien, écoutez, on va continuer avec un peu d'assurance encore, avec une table ronde sur donc, la distribution d'assurance à l'heure de la crise et l'émergence des robots. Et donc, pour ce panel, je vais inviter Rodolphe Boyer qui va venir donc modérer les discussions. Et j'appelle également Ingrid Beaucris, Christophe Dandois et Christophe Aubourg sur scène. Bonjour à tous. Donc, je suis Rodolphe Boyer, je suis partenaire assurance au sein de Julie Esterwen. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sur cette thématique de l'évolution des modes de distribution dans l'assurance. Également ravi, au moins pour deux raisons. La première, c'est d'être en présentiel après pas mal de mois où on ne pouvait pas faire ce type d'événement. Et d'être entouré de trois experts ou trois acteurs importants, je pense, dans le monde de l'assurance, qui vont pouvoir nous livrer leurs témoignages et leurs exemples autour de cette thématique de l'évolution des modes de distribution. Et puis, l'autre raison, c'est évidemment qu'on est sur un secteur qui, en fait, pendant ces 18 derniers mois de stop and go ou de confinement et autres joyeusetés qu'on a pu connaître, a connu, on va dire, un peu le meilleur et le pire. Alors, le meilleur, c'est, on va dire, une accélération sans précédent de la digitalisation. C'est un nouvel équilibre figital. Et puis, c'est une agilité, une flexibilité, une adaptation, une adaptabilité quasi inespérée pour le secteur, même si c'est intéressant d'en reparler. Et puis pour le pire, on a, on va dire, un sentiment ou une forme d'assurance bashing qui a été assez présent tout au long de cette crise sanitaire et qui a et qui va sans doute laisser des traces et qui nécessitera, et qui nécessite déjà pour des acteurs de l'assurance, de se reposer des questions autour de la relation client, autour de la pédagogie, autour des produits, et puis autour évidemment de la distribution et des modes de distribution de ces produits auprès de ses clients et prospects. Et donc pour aborder ces points, trois interlocuteurs ou trois témoins autour de moi que je vais laisser se présenter. La première, donc Ingrid Beaucris. Donc vous êtes DGA au sein de Société Générale Assurance. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le groupe ? Avec plaisir, bonjour à tous. Société Générale Assurance, c'est le métier assurance du groupe Société Générale. C'est 3000 collaborateurs environ, un peu plus de 7 millions de clients dans 10 pays et une présence sur l'ensemble des gammes de solutions et de services d'assurance pour les particuliers, pour les professionnels et pour les entreprises de toute taille, qu'on parle d'épargne assurance vie, d'assurance dommage, d'assurance prévoyance ou encore de santé. Société Générale Assurance, c'est deux modèles et deux axes stratégiques. Le premier, c'est celui de la banque assurance, c'est-à-dire le fait de pouvoir distribuer de façon intégrée l'ensemble des gammes de produits d'assurance au travers des réseaux du groupe Société Générale, donc les agences Société Générale et les étoiles bleues de Crédit du Nord, qui bientôt ne feront qu'une seule banque. Et puis le deuxième modèle et le deuxième axe stratégique, c'est le développement des partenariats. Partenariats de toute forme, partenariats qu'on exerce aussi bien en épargne assurance vie avec des grandes plateformes de gestion de patrimoine ou des banques privées, qu'on exerce en assurance dommage avec des partenaires comme Boursorama sur le marché des flottes ou avec des énergéticiens, des retailers digitaux comme Rakuten ou des retailers qui existent à la fois ou qui ont des modèles de distribution à la fois dans le monde physique et à la fois dans le monde digital. Donc voilà, une grande variété de modèles de partenariat, beaucoup de sujets autour de la retraite, forcément, et de partenariats autour de la retraite. Et puis aussi la capacité, on en reparlera tout à l'heure, à impulser à créer des nouveaux modèles. C'est ce qu'on a fait notamment en créant une insurtech qui s'appelle Moonshot Insurance et qui a vocation à être un peu pionnière en matière d'assurance digitale contextuelle. Merci Ingrid. Je me tourne vers vous, Christophe Aubourg, donc directeur général de Planète CSCA. Même punition qu'Ingrid. Quelques mots sur votre syndicat de courtiers. Bonjour à tous. Donc Planète CSCA est le syndicat représentatif du courtage d'assurance. Alors j'ai envie de dire, c'est un peu le France FinTech du courtage, avec des missions assez classiques de lobbying, d'influence, mais également de représentativité de la branche au niveau social, c'est-à-dire les 45 000 collaborateurs qui composent le courtage d'assurance. Planète CSCA aujourd'hui, c'est 2500 adhérents,
qui vont des plus grands courtiers jusqu'au courtage de proximité, en passant par le courtage affinitaire, les courtiers grossistes, et puis évidemment quelques assurtech. Alors les assurtech au sein de Planète CSA, c'est un peu plus compliqué, évidemment, puisque on a quelques insurtech plus simples, notamment, qui adhèrent depuis un certain nombre d'années, mais vous le savez tous ici, pour une assurtech qui réussit, il y en a 9 autres sur 10 qui disparaissent au bout de 2 ans. Donc on a du mal à avoir un vivier en interne d'assurtech qui restent en fait au sein de notre syndicat. Alors ces 2500 membres, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire avec un maillage assez fort autour des grandes métropoles. Et voilà, nous sommes par ailleurs adhérents au MEDEF et à un certain nombre d'autres associations françaises, européennes et mondiales, puisque effectivement le sujet de la distribution et du courtage d'assurance est évidemment traité au niveau européen, avec des sujets réglementaires extrêmement forts, mais également au niveau mondial, où on discute avec nos homologues en Asie, en Amérique du Nord, pour essayer d'anticiper un peu les grandes tendances de la régulation. Merci Christophe. Et pour terminer le tour de table, donc Christophe Dandois, cofondateur et CEO de Léocare. Même principe, quelques mots sur votre entreprise? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Léocare, on a créé Léocare pour donner un sens consommable à l'assurance par rapport au sujet d'aujourd'hui sur la distribution. Les néo-assurances ne sont pas des distributeurs de produits d'assurance par Internet. Ça existe depuis 20 ans, on ne nous a pas attendu pour le faire. Et force est de constater que par rapport à la part de marché, ce n'est pas ça qui a disrupté le marché. Donc par rapport à notre vision, elle est relativement simple, et ça rejoint la discussion qui a été faite pour la tour de table tout à l'heure, c'est que si on n'apporte pas de la valeur aux clients, ça ne changera rien. Et donc nous, notre vision, elle est très très simple, c'est qu'on fournit à la fois des services de prévention gratuits, et on fournit de la protection. Ça veut dire quoi de manière très simple? C'est qu'avec mon mobile, à la fois, je suis capable de tout avoir les besoins de la famille, le smartphone, le vélo, la moto, l'appartement, la maison, etc., la voiture et tout ça. Tout ça, je sais l'assurer en temps réel. J'ai une flexibilité totale, c'est-à-dire que quel que soit le contexte de ma vie, après le Covid, on l'a vu, on a laissé la voiture dans le garage pendant 3, 4, 6 semaines, donc on est capable de baisser sa garantie. Et puis on reprend les photos du véhicule et on retrouve son niveau. Et puis le troisième point, qui est cet aspect de proximité, qui est de donner du sens. Donc on a lancé TechCare, par exemple. On récupère les coordonnées GPS des accidents corporels. C'est l'open data, vous le savez. Et avec ça, les équipes d'intelligence artificielle de Léocare ont fait un peu le Waze de la prévention. Alors, ce n'est pas un boîtier qui dit « tu roules mal ». Ça a été fait et je pense que personne ici n'est... Enfin, en tout cas, on a fait un usage extraordinaire. Par contre, c'est plutôt de la prévention personnelle. Donc, j'ai une notification RGPD, si j'accepte, opt-in et tout ce qu'il faut. Et puis, on me dit, voilà, vous rentrez dans une zone à risque. Léocare vous recommande la plus grande prudence. Donc, on est vraiment en train de donner du sens consommable à l'assurance. Et la fierté de Léocare, c'est d'avoir 2 contacts par mois par client pour donner du sens. Quand on regarde son compte bancaire, on voit qu'avec Léocare, on l'a au moins consommé une fois. Et donc là, on se dit qu'on a une relation avec son assureur qui est un peu différente. Merci Christophe. Je gardez le micro, pas loin. J'ai toujours une question pour vous, en fait, autour de... Donc, en vous écoutant et notamment par rapport à ce triptyque que vous venez d'énoncer, ça veut dire que l'approche qui consisterait, ou l'idée reçue qui consisterait à dire que AssureTech égale cost killer ou approche low cost de l'assurance, c'est dépassé et loin derrière nous? Alors peut-être que d'ailleurs, je pense être le plus incompétent de la salle en termes d'actuariat. Il y a des gens chez Léocare qui sont là pour ça. Mais plus sérieusement, on regarde au niveau mondial, je parle là où vous êtes des spécialistes dans cette salle, je crois que le marché français est un des marchés les plus bas au monde, donc la guerre des prix, voilà, elle a été tentée, je crois qu'il y a même des clients qui ont vu avec des assureurs en ligne qui reprennent 10 plus 15%, parce que finalement l'assurance, c'est pas le tout d'acquérir, mais il y a un équilibre de l'autre côté, ça s'appelle loss ratio, donc c'est ça l'enjeu. Donc oui, Léocare n'est en aucun cas un cost killer. Vous pouvez regarder nos publicités partout, sur TikTok, Facebook, etc. Vous verrez qu'on ne parle jamais de prix. Parce que l'enjeu, ce qu'on attend tous, et je pense que quand on voit la part de marché, notamment des mutuelles en France, ce qui est un truc hallucinant dès qu'on sort du marché, la France a entre 7 et 10% du marché des comparateurs, 70% au UK. Voilà, donc quand on regarde un peu ça, on se dit que si la seule promesse, c'est de casser les prix, alors on peut casser les prix, on peut s'amuser pendant 6 mois, 1 an, et puis après, voilà. Donc comme nous on est là par rapport à la question de tout à l'heure, on est une AssureTech depuis plus de 2 ans, on existe depuis 4 ans, et vous allez pouvoir compter sur nous pendant un bon bout de temps. Donc on fait des choses sérieusement, de manière équilibrée au sens technique du terme. Et donc ce qu'on attend tous, je pense, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour comprendre que comment on fait.
On va chercher dans le gaming, on va chercher dans tout ce qui est dans le comportement digital de notre quotidien, et on essaye de donner du sens, tout simplement. C'est donner du sens. L'assurance, désolé de le dire, mais depuis qu'elle existe, n'a pas de sens dans mon quotidien. Je paye, et bien sûr, j'espère que dans 4-5 ans, c'est la moyenne, je vais être content. Ce qui quand même est un peu bizarre. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, que le Covid est un accélérateur. Il faut être très clair. Pour nous, ça a été un accélérateur de business. Et ce n'est pas un manque de respect à qui que ce soit de dire qu'on a profité du Covid. C'est juste que par rapport au contexte, on a, grâce au digital, grâce à nos technologies, les Hawkers, c'est comme un iceberg. Il y a 1/7, c'est ce qu'on a dans la poche, c'est l'application mobile. Et 6/7, c'est toutes les technologies, tout l'ADN digital de les Hawkers. Donc pour répondre à votre question, oui, bien évidemment, on ne va pas disrupter le marché, d'ailleurs en France et en Europe, l'assurance juste par casser les prix, parce qu'on va s'y casser les dents pour faire voilà. Mais derrière, on va donner du sens. Ça veut dire que quand on l'a dans la poche, à partir du moment où on va donner de la sérénité, le boîtier servait en gros à juger. On sait tous que fumer, c'est pas bien, boire au volant, c'est pas bien, et ça va pas changer. Et nous, on va rien y faire. Par contre, amener vraiment de la personnalisation, de la réelle proximité. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours habitué par l'assureur à être jugé. On met le boîtier, alors on a les trucs où vous conduisez mal, et puis on se sent sanctionné. Qui a envie de ça, franchement ? Personne, à part peut-être les jeunes, parce qu'on va baisser leur prime. Mais on n'ira pas plus loin. Alors que, je vous donne un exemple très concret, chez les Hawkers, dès votre première question, vous répondez par exemple à la localisation, et vous voyez, vous avez une petite jauge de couleurs. Je me souviens, quand on s'est lancé, on nous a dit, vous êtes fous, vous exposez votre modèle actuariat. Le truc incroyable. Non, on est transparent. Bien évidemment qu'une voiture à Marseille 13, à Neuilly ou au fin fond de la Bretagne, le risque de vandalisme est différent. En quoi c'est honteux de le raconter ? Je ne sais pas. Ça permet juste aux gens de comprendre. Donc aujourd'hui, quand on achète son alimentation et qu'on met Yuka sur le code barre, on a envie de comprendre ce qu'on mange. Ben voilà, l'assurance, ça doit être pareil aujourd'hui. Merci Christophe. Peut-être Ingrid, une réaction justement par rapport à ce qu'évoque Christophe, c'est-à-dire cette quête de sens autour de l'assurance et ce virage serviciel qui peut être un élément de salut, ou en tout cas un élément de perspective pour le secteur. Comment l'ASG se positionne par rapport à cette approche ? Bon, là où moi je rejoins Christophe, c'est sur le fait, je pense qu'on est tous conscients que la valeur qui va être apportée aux clients, et c'est l'essence même de ce métier-là, c'est effectivement le service, mais le service au sens large. J'élargis un tout petit peu. Le service aujourd'hui en assurance, il existe déjà, il est extrêmement présent, il peut prendre plusieurs formes. Déjà, il peut prendre la forme d'un service totalement humain et d'une proximité humaine. Je vous donne quelques exemples concrets. Quand on est en train de s'interroger sur comment je prépare ma retraite, comment, dans le cadre de mon cercle familial, je m'interroge sur la transmission de mon patrimoine, sur aussi la sécurité de ma famille. Là, on est sur des sujets plus autour d'ailleurs de l'épargne, de la prévoyance, où là, il y a déjà une forme de service humain dont on voit un conseil qui peut prendre pas mal de formes, mais un conseil humain qui est très important. Sur l'assurance dommage, donc les événements de la vie et ce qu'évoque Christophe, sur la protection de mes biens, de mon foyer, évidemment de ma mobilité. Là aussi, le service au sens humain, il est extrêmement important. Nous, on le sait, on le voit tous les jours, quand on accompagne des clients sur des sinistres importants, des sinistres corporels en auto, des sinistres d'événements climatiques qui malheureusement se multiplient en assurance habitation. On le voit, la clé, c'est ce service de proximité. Et quand nous, on envoie un expert dédié et quelqu'un de chez Société Générale Assurance auprès d'une famille dont le terrain s'est effondré et dont la maison a disparu, voilà, la notion de service et de proximité humaine, elle prend toute sa valeur. Alors évidemment, le service, c'est bien entendu le service digital. Et évidemment, la technologie aujourd'hui, l'utilisation de la donnée, elle nous offre des opportunités extrêmement importante de pousser du service personnalisé, de pousser de la relation client de proximité que Christophe évoquait. Et nous, on le fait de plusieurs façons. Là encore, évidemment, les API,
d'un point de vue un petit peu technique, c'est le moyen de créer cette proximité-là. Quand aujourd'hui, en un clic sur votre mobile, vous êtes capable d'avoir l'agrégation de tous vos comptes et de tous vos dispositifs d'épargne pour vous aider à prendre des décisions sur comment épargner sur le long terme, là, on est dans une technologie, il se trouve que c'est l'API derrière qui pousse du service digital. Évidemment, la donnée, là encore, on est capable aujourd'hui de pousser à nos clients, par exemple en assurance habitation, sur l'offre qu'on a lancée avec Boursorama, des choses très personnalisées pour les accompagner tout au long de leur contrat et effectivement faire en sorte qu'ils ne soient pas laissés seuls. Puis évidemment, l'API et le service, c'est aussi être là au bon moment pour le client. Donner du sens, c'est aussi faire de l'assurance un sujet dont on est conscient et qu'on achète de façon consciente parce qu'à un moment, son utilité est extrêmement forte dans un contexte personnel, dans une situation d'achat. Je pense là à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Moonshot. Moonshot, sa caractéristique, c'est de pouvoir s'inscrire dans un parcours client de n'importe quel distributeur, de n'importe quelle plateforme. Vous êtes en train d'acheter un voyage, et à ce moment-là, vous avez un besoin d'assurance précis qui est de se protéger contre un retard. Et vous allez du coup, grâce à la technologie qu'il y a derrière, pouvoir accéder au service Moonshot de façon très fluide. C'est la même chose pour la protection de votre téléphone. Vous avez envie d'être protégé uniquement contre le bris de votre écran, parce que finalement, dans 90% des cas, quand vous avez un téléphone mobile, c'est l'écran qui est cassé. Donc là, encore, de façon très fluide, on va vous dire de façon transparente, voilà pourquoi vous allez être couvert. Et ça va intervenir de façon personnalisée parce qu'on est capable d'adapter le tarif à votre situation. Je prenais l'exemple du voyage, on est capable aujourd'hui d'adapter le tarif de l'assurance en fonction du fait que vous prenez un Paris-New York sur Air France ou un Paris-Nice sur EasyJet. Donc on peut adapter le tarif, mais on peut surtout, et là encore de façon très transparente, vraiment venir pousser la bonne proposition au moment où vous en avez le plus besoin, et puis derrière avoir des modalités d'indemnisation automatique sans justificatif qui font aussi que là on crée du service, de la transparence. On est là véritablement en confiance avec le client. C'est probablement quelque chose effectivement qui manquait un petit peu sur certaines parties du marché de l'assurance, et c'est très bien que ça arrive. Juste pour tirer le fil, ce que je comprends aussi, c'est que ces services associés également à la phase d'avant-vente peuvent être aujourd'hui à des niveaux de maturité différents en fonction des risques qu'on couvre, par exemple entre l'assurance de personnes, l'assurance dommage. Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des comportements de nos clients, leurs attentes et donc l'évolution des modes de distribution, il y a des différences entre le monde de l'assurance vie épargne, le monde de la santé, le monde de la protection liée au crédit que vous pouvez souscrire auprès, un crédit consommation, un crédit immobilier ou l'assurance auto-habitation. Quand on est dans le monde de l'épargne, pour moi, le maître mot, c'est vraiment le figital, c'est-à-dire ce mix entre la forte présence humaine, la capacité à donner du conseil de façon humaine, et là encore par tout biais, ça peut être via un conseiller qui va vous fournir cette expertise-là en visioconférence, ça peut être avec un plateau téléphonique ou ça peut être en face à face, peu importe la modalité, mais sur tout le monde de l'épargne, de la retraite, de la protection, je pense aussi de tout le domaine de la protection des salariés. On est sur des domaines de l'assurance où, pour moi, l'attente des clients, c'est le bon mix entre digital et humain. Digital dès que j'en ai besoin, sollicitation d'une expertise humaine dès que j'en ai besoin aussi. Quand on est dans le monde de la santé et le monde de l'assurance auto, habitation, accident de la vie, là, on voit qu'on a une accélération de la partie avant-vente et vente en digital. Et pour autant, même si toute la partie qui n'est pas visible du client, le service au client, évidemment, se digitalise et la technologie nous permet de le faire avec la data et l'intelligence artificielle, là aussi, il y a encore besoin d'un service humain et d'un contact humain, à mon avis, mais à des points, vraiment à des moments de vie, à ce que je qualifie de moments de vérité dans la relation avec le client. Mais là, effectivement, on est sur une distribution où probablement,
Et je pense que c'est l'avantage de l'arrivée des insurtech sur ces marchés-là. Il y a besoin de pédagogie, il y avait besoin de plus de compréhension, de plus de simplicité, de plus d'immédiateté. Et donc là, effectivement, on voit des modes de distribution qui sont en train de se déporter de façon accélérée sur une avant-vente et une vente digitale. D'accord, très clair. Merci Ingrid. Christophe, avant de vous laisser réagir aussi sur ces éléments évoqués par Christophe et Ingrid autour du serviciel notamment, une question qui est un peu le serpent de mer, hein, c'est moi depuis que je fais de l'assurance, donc ça ne date pas d'hier, hélas ou heureusement, on me dit que les courtiers vont disparaître. Et étrangement, ce n'est pas le cas, et c'est même une tendance plutôt en croissance. Comment on peut l'expliquer, ça ? Oui, Rodolphe, c'est vrai que je fais aussi le même constat. Depuis quelques années que je suis dans ce secteur-là, j'entends régulièrement les courtiers vont mourir. Alors je dois dire qu'au risque peut-être de décevoir en fait, les insurtech qui travaillent en direct et sans les courtiers, et c'est d'actualité, mourir peut attendre pour les courtiers, ça je vous le confirme aujourd'hui. Et pourquoi mourir peut attendre ? Parce que simplement c'est une profession qui est extrêmement dynamique aujourd'hui. Quelques chiffres. Depuis 10 ans, on constate une augmentation environ de 2%, une croissance nette de 2% du nombre de courtiers qui s'immatriculent à l'Orias. Donc aujourd'hui, c'est environ 25 000 courtiers qui sont immatriculés. Donc une croissance nette, et c'est une courbe en fait qui continue à croître, comme la courbe d'ailleurs de création d'emplois qui continue également à croître. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même assez peu de secteurs qui peuvent faire ce bilan aussi positif. Alors pourquoi en fait pourquoi ces courbes continuent à croître ? Parce que d'une part, c'est un métier qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement digitalisé, même si effectivement la transformation est en cours. Et puis c'est un métier qui vous permet de démarrer from scratch. C'est-à-dire qu'il y a peu d'immobilisation capitalistique au départ, vous pouvez créer votre activité assez rapidement et vous pouvez finalement la déployer sur un grand nombre de segments de marché. Et puis, on constate également, d'où l'attractivité du secteur, qu'aujourd'hui, les insurtech qui se créent essentiellement dans la distribution. Un chiffre également, sur les 10 dernières années, plus de 56% des deals se font dans la distribution, et en particulier dans le courtage, puisque la plupart des insurtech qui se créent aujourd'hui prennent le statut de courtier. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui, effectivement, démontrent bien que le courtage n'est pas mort et qu'il a, j'ai envie de dire, un bel avenir devant lui, et en particulier parce qu'il est en train de prendre ce virage digital et pour arriver à une relation phygitale, comme on l'évoquait tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que finalement, la vérité dans tout ça, c'est le client. C'est lui qui décide en fait. Et le client aujourd'hui, si les courtiers continuent à croître, c'est bien parce qu'il est satisfait de la forte valeur ajoutée qui est délivrée par les courtiers. D'accord, donc en fait, pour résumer, ce que vous dites, c'est que le fait que les courtiers soient aujourd'hui, ou en tout cas depuis 18 mois, voire plus, un peu des champions de la résilience, notamment sur la distribution de l'assurance, c'est lié à quoi ? À leur relation client assez privilégiée, à cette proximité augmentée ? C'est lié effectivement à cette capacité de s'adapter. C'est vrai que la crise Covid, comme beaucoup de professions, pour les courtiers, a été très difficile à traverser, mais a pu démontrer cette capacité de résilience et cette capacité de s'adapter. Donc cette adaptation, elle se traduit évidemment par une digitalisation plus importante. Et ça, c'est central et c'est stratégique pour le courtier, puisqu'il a pris conscience qu'effectivement, pour délivrer un conseil à forte valeur ajoutée, il faut évidemment qu'il se délaisse d'un certain nombre de tâches administratives, de tâches sans valeur et de tâches récurrentes. D'où l'intérêt de partenariats avec des insurtech qui lui permettent précisément de se concentrer sur son métier au quotidien et sur cette valeur ajoutée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit aussi souvent que le courtier traditionnel devient petit à petit un courtier augmenté. Précisément parce qu'il garde son ADN, le conseil, mais il s'entoure d'un certain nombre d'outils qu'il va chercher en fait, sur le marché pour déployer au quotidien de manière beaucoup plus fine son métier. Merci Christophe. Christophe, peut-être une réaction sur à la fois les propos de Christophe Hautebourg, mais aussi sur le fait que dans un contexte où on voit depuis pas mal de temps maintenant une explosion des coûts d'acquisition client, comment vous, en tant que fondateur et dirigeant d'une insurtech,
on joue en fait ce coup-là de cette explosion, et donc qui est un élément important dans la rentabilité. La rentabilité, bien évidemment. Je vais me permettre une petite parenthèse. Les Hawkers, on est une néo-assurance, on n'est pas une insurtech. Insurtech, c'est pas, je ne fais pas du bien ou du mal, je dis juste qu'insurtech, c'est vrai qu'on met plutôt derrière tous les enjeux technologiques pour servir le monde de l'assurance. Et néo-assurance, c'est un nouveau modèle, comme on a fait le Triple Play ou autre, à l'EasySP à d'autres époques. Par rapport à ça, je pense que de la même façon qu'on s'est dit tout à l'heure que si c'est pour distribuer des produits par Internet, ça a déjà été fait et il y a eu du bien et plus des difficultés. Nous, on n'est pas non plus là pour enrichir Google. Et pour être très clair, les Hawkers n'est pas concurrent de Luco, de qui vous voulez. On n'est pas du tout concurrent. On est là en train de changer un secteur. On n'a pas à se regarder en concurrence. On est là à regarder les gens ici, les clients. Nous, ce qu'on a fait, encore une fois en toute modestie, je réponds à votre question, je ne dis pas qu'on est extraordinaire, je réponds. On n'est surtout pas voulu être créé dans le web. Parce que là, il y a un combat. Et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit dans cette salle, il y a des grandes assurances, des grandes mutuelles qui ont 10 000 fois plus d'argent que moi dans les poches. Donc si mon enjeu, c'est d'aller chercher en ESEA assurance auto, il vaut mieux que je reste là où j'étais avant et j'aurais eu plus de succès. Plus concrètement, ce qu'on a essayé de faire, d'abord, c'est d'être le leader sur les stores. Je vous laisse apprécier. La dernière étude qui a été faite, c'est le 22 juin 2021. Les Hawkers étaient l'assurance la plus téléchargée, et je dis bien de tout le secteur confondu, par rapport à ça. Vous pouvez arriver à vérifier, c'est Apple Store, donc c'est facile. La plus téléchargée, la mieux rankée, on est à 4,6, le plus grand nombre de notes. Donc on a dit, on va être d'abord le leader sur les stores, sur Apple Store, Google Play. Pourquoi ? Parce que déjà, les existants n'y sont pas, certains n'ont même pas d'application. On comprend pourquoi aussi, parce que quand vous êtes sur un store, vous ne laissez pas une application qui ne sert à rien dans votre téléphone. Donc bien évidemment, si votre promesse, c'est juste d'avoir une appli pour gérer un sinistre, vous ne l'avez pas, ça c'est clair. Donc pour répondre à votre question, au lieu d'aller chercher du SEA, la stratégie, c'est du CPI, Cost per Installation. Voilà, donc c'est quelques euros. Et puis, au lieu de dire je vais faire de l'assurance, vous parlez de choses de prévention, vous parlez de services de la vie. Voilà, donc, on ne va pas chercher la même chose. Donc, première étape, leader sur les stores, Apple Store, Google Play. Deuxième étape, vous allez vous intégrer ce qu'on appelle dans in-app. Donc là, vous allez chercher non pas le web, mais Facebook in-app, l'équipe, tout ce que vous pouvez faire dans les applications. Troisième étape, vous vous mettez uniquement sur la partie web mobile. Vous avez développé une certaine notoriété. Et là, quand vous commencez à être sur le web, vous n'avez pas les mêmes coûts parce que aussi, vous avez déjà les algorithmes, pour faire simple, de Google, Facebook, tout ça, vous connaissez déjà. Et donc, vous ne payez pas from scratch. D'accord ? Donc ça, c'est pour répondre, premier élément pour répondre à votre question. Aujourd'hui, à vos notes, pour les échos, on fait un payback 1.1. 1.1 année. C'est le payback aujourd'hui de l'Hawker. Donc en gros, en un an de commissionnement, parce que vous avez raison, on a un statut, je peux y revenir s'il y a besoin d'exprimer ce sujet-là tout à l'heure, mais voilà, en un an, donc on maîtrise totalement nos coûts d'acquisition, mais c'est certainement pas en allant sur des choses traditionnelles. Aujourd'hui, les Hawker en France est le premier assureur de Tesla. On a 18,7% de part de marché. Je peux mettre les chiffres, tout est simple. Et on n'a pas dépensé 1 euro. Moi, je n'ai pas la page de Tesla France et je ne la paye pas. D'abord, parce que je ne veux pas me la payer et je n'ai pas envie. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a convaincu les clients. Donc la communauté Tesla, comme vous le savez, il faut être parrainé pour acheter une Tesla, etc. Donc ce qu'on est allé faire, nous, c'est les clients. C'est convaincre les propriétaires de Tesla, qui ont compris qu'ils aiment la technologie, donc ils vont tout gérer avec leur mobile, puisque c'est avec le doigt qu'on garde la voiture. Bien évidemment, c'est qu'avec le doigt qu'on va s'assurer. Deuxièmement, on a envie d'avoir aussi une conscience, je dirais, environnementale. Et là, on peut aussi passer beaucoup de temps sur tout ce que l'on fait, nous, sur ces aspects-là. N'hésitez pas à soutenir Octobre Rose avec tout un ensemble d'initiatives de l'Hawker. Et troisièmement, la créativité du produit. Chez Tesla, vous savez, il y a une partie là qui est en vert. Suivant les assureurs, vous le mettez avec la garantie DTA ou vous la mettez à la garantie Bridgelass. Ça ne donne pas la même chose. Et puis, accessoirement, c'est comme ça. Chez Tesla, c'est un peu plus long quand votre véhicule est en panne. Donc, si vous utilisez les mêmes critères de temps, d'assistance, de voiture, etc., globalement, vous avez des clients insatisfaits. Voilà, donc je peux rester des heures, mais voilà, des exemples très concrets pour montrer comment aujourd'hui, on ne vient pas confronter, dépenser son argent, on vient nourrir un marché pour répondre aux clients. Très bien, merci Christophe. Ingrid, peut-être une réaction par rapport à ce que tu dis Christophe, mais aussi à ces acteurs, ces néo-assureurs. Comment la Société Générale, et en particulier la partie assurance, se positionne par rapport à eux ? Est-ce que
finalement, par rapport aux deux modèles que vous décriviez tout à l'heure en introduction, vous n'êtes pas vous-même un néo-assureur? Nous, on a, je vous le disais, beaucoup de modèles. Moi, je trouve que tout ce qui se passe sur le marché, à la fois côté InsurTech et côté néo-assureur, c'est très complémentaire avec ce qu'on fait. Globalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'un certain nombre de nouveaux acteurs viennent remettre sur le devant de la scène des nouvelles normes en matière de relations clients, mais des normes qu'avant, les gens comme Amazon ont depuis déjà de nombreuses années commencé à installer. C'est-à-dire voilà, des normes d'immédiateté dans la relation client, des normes de simplicité, des normes de transparence. Et ça, c'est très sain. C'est très sain pour l'ensemble du marché, pour l'ensemble du métier. Ça pousse à se remettre en question, quel que soit son modèle. Et ça pousse à ce que l'assurance, de plus en plus, ça devienne quelque chose qui soit voulu, conscientisé par les clients. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement vertueux. Alors, quand on est un assureur comme Société Générale Assurance, avec effectivement plusieurs facettes et plusieurs modèles, comment est-ce qu'on réagit ? Déjà, ça nous oblige à réagir vite, c'est plutôt très bien. Évidemment que sur ce que j'appelle nos business traditionnels et nos façons de faire traditionnelles, on a accéléré la digitalisation de l'ensemble de nos dispositifs. Et quand je parle de digitalisation, je parle tant de ce qui est visible du client, donc évidemment c'est la transaction, c'est la souscription, c'est la capacité à entrer en relation, mais c'est aussi tout ce qui n'est pas visible du client et qui fait sa satisfaction. C'est évidemment toute la partie service, back-office, gestion des sinistres, etc., quand on est en assurance dommage. Donc nous, aujourd'hui, on a 85% de nos offres qui sont digitalisées sur nos business traditionnels. Donc voilà, ça c'est une première façon de réagir. La deuxième façon de réagir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous on a une dimension partenariale qui est très forte. Aujourd'hui, quand on fait à l'abri avec Boursorama sur l'assurance habitation, on est un peu un néo-assureur. Et on est exactement dans les... Alors, avec évidemment des propositions de valeur différentes, mais voilà, on est dans ce monde, effectivement, de l'immédiateté, de l'agilité, de la transparence, effectivement, un client qui s'assure aujourd'hui pour son assurance habitation chez Boursorama. Dans son parcours, il voit exactement pourquoi, en fonction du lieu où il est, comment son prix peut varier. Il peut adapter ses options de façon extrêmement modulaire et il va bénéficier ensuite d'un certain nombre de services tout au long de son contrat. Et puis la façon dont on s'adapte aussi, c'est qu'on fait des partenariats avec des insurtech à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois que ça nous permet d'accélérer le développement d'une offre, le développement d'un processus, d'un modèle de distribution. Là, on n'hésite pas à partenariser, soit d'un point de vue commercial. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens présents dans la salle, mais on a des partenariats aussi bien avec des gens comme Digital Insure sur l'assurance des associés au crédit, que des gens comme Epsor sur le sujet de la retraite. Donc voilà, soit on partenarise comme ça pour co-développer, co-construire des parcours, des offres, des services, soit parfois on investit, voire on rachète des insurtech et elles sont souvent pas malheureuses non plus. Donc voilà, la complémentarité, elle peut s'exercer à plusieurs niveaux. Merci Ingrid. Dernière question avant de conclure à vous Christophe sur... Dernière question. Promis. Juste sur comment, en fait, au sein de Planète.ca, on fait cohabiter des acteurs qui sont à la fois pour certains dans des insurtech et pour d'autres des acteurs de courtage plus traditionnels. Je crois que le maître mot, c'est on ne peut pas opposer en fait les anciens et les nouveaux. En fait, nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. D'ailleurs, ce qu'on observe finalement pour caricaturer un peu, il y a trois vagues finalement d'InsurTech depuis le démarrage. Une première vague qui était plutôt sur du B2C, avec de l'assurance obligatoire, de l'habitation et autres. Une seconde vague, on en a parlé tout à l'heure, en B2B, sur de l'amélioration des process et autres. Voilà, il y a même des licornes, Shift en est un bon exemple pour améliorer les process. Et puis aujourd'hui, on voit émerger en fait des modèles autour de l'accompagnement des PME, TPE, sur du paramétrique, sur des nouveaux risques, sur ce genre de choses. Et finalement, dans ces trois vagues, on observe également deux types d'acteurs. Des acteurs des insurtech totalement disruptives, 100% digitalisés, 100% en direct. Et là, c'est vrai que très clairement, ils sont en concurrence frontale par rapport au courtage, puisque c'est une relation totalement désintermédiée.
Et puis, un modèle beaucoup plus coopératif, qui travaille énormément avec le courtage. Et là, on pense que c'est ce modèle-là sur lequel on peut s'appuyer pour véritablement créer cette transformation digitale. Moi, je suis assez convaincu d'une chose, c'est que le nouveau n'est pas contradictoire avec l'ancien. Pour reprendre en fait Schumpeter et sa théorie de la destruction créatrice, précisément le courtage et sa relation avec les assurtech vient démontrer l'inverse. C'est-à-dire que le nouveau naît de l'ancien. C'est ce mixte en fait figital qu'on évoquait tout à l'heure qui est extrêmement pertinent et qui nous permet aujourd'hui de voir des perspectives extrêmement positives pour le courtage. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions. Malheureusement, désolé. Désolé pour le léger retard. Merci en tout cas à vous trois. Merci beaucoup.